La Journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année par des groupes de femmes dans le monde entier. Lorsque les femmes de tous les continents, souvent divisées par les frontières nationales et par des différences ethniques, linguistiques, culturelles, économiques et politiques, se réunissent pour célébrer leur journée, elles peuvent voir, si elles jettent un regard en arrière, qu'il s'agit d'une tradition représentant au moins 90 ans de lutte pour l'égalité, la justice, la paix et le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat spécial. Bonsoir Ney. Bonsoir Fassimetou. J'ai comme invité ce soir Najwa Mentelketab, sociologue, professeur de sociologie. Bonsoir Najwa. Bonsoir. Et bonne fête d'abord à toutes les femmes, bonne fête à vous toutes. Merci. Et ensuite, nous avons sur le plateau également Arto Wa, qui est artiste, peintre, styliste et poète. Bonsoir Arto. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Najwa, ma première question est, faut-il imposer la parité ou la conquérir? Donc, bonsoir. Bon, c'est vrai que c'est une question qui est assez pertinente, surtout dans le cadre dans lequel on se situe aujourd'hui. Et pour répondre à votre question de façon générale, c'est une réponse qui pourra s'appliquer forcément en Afrique, ici dans notre contexte, mais aussi dans le contexte international. C'est vrai que les femmes, jusqu'à présent, les droits qu'elles ont pu conquérir et qu'elles ont pu acquérir au jour d'aujourd'hui, c'est le résultat d'une lutte et d'une revendication, et donc d'un militantisme féminin. Et forcément, donc pour revenir à ce que vous disiez, c'est forcément, elles ont besoin justement de lutter pour les acquérir et pour justement les conquérir. Et voilà, donc c'est pour vous, je profite justement de cette date-là qui est à mon sens une date symbolique plus qu'autre chose, d'essayer de rappeler justement aux gens qu'il faut avant tout considérer avec sérieux la question de l'émancipation des femmes, surtout dans notre contexte africain où l'insertion des femmes dans la vie active, dans la vie publique, dans la vie politique et aussi la scolarisation des filles est une des clés du développement durable dans les pays en voie de développement. Donc on ne pourra pas accéder à un certain niveau, à un certain seuil tant qu'on n'a pas mis cette partie de la population, une partie intégrante de la population dans ce qu'on appellerait, la vie active, politique et scolaire. Et l'idée de la parité ne s'oppose-t-elle pas au principe même de la démocratie et du mérite? Est-ce qu'elle ne s'oppose pas au principe même de la démocratie et du mérite? Justement, la démocratie, vous savez, tous les grands engagements politiques et toutes les libertés qu'on a pu acquérir jusqu'au jour d'aujourd'hui sont issues et sont le fruit des mobilisations des populations. Donc, on n'échappera pas à cette règle-là. Et je dis souvent que les lois qui ont le plus servi les populations qui sont marginalisées, quelles qu'elles soient, sont en général des lois qui sont issues d'une mobilisation assez forte, qui ont été d'ailleurs assez violentes. Et donc je pense que pour le cas de la femme ne sort pas de ce contexte-là. Et il faut, même si aujourd'hui le cadre démocratique et républicain dans lequel on se situe offre à la femme un certain nombre de droits, ça reste jusqu'à présent une forme de théorie qui est mise à disposition des gens mais qui n'est pas encore pratiquée. Et pour la pratiquer, on a besoin qu'il y ait une vraie mobilisation sociale comme on a vu ailleurs. C'est-à-dire que les femmes en Europe, en Occident, ont pu acquérir leurs droits via justement ces mobilisations. Elles peuvent parfois être violentes, parfois pacifiques, ça dépend de la façon dont ces femmes-là s'y prennent, mais je pense qu'on a besoin d'une réelle mobilisation pour acquérir ces droits. Et Najwa, vous êtes sociologue. Du point de vue de l'islam, la parité homme-femme est un sujet qui divise. Donc comment convaincre que l'islam a donné les mêmes droits et devoirs aux hommes et aux femmes? D'accord. Donc pour revenir là-dessus justement, j'ai fait des recherches sur ce qu'on appelle le féminisme islamique. Et je me souviens, pour l'anecdote, il y a 3 ans, quand je présentais donc ce sujet pour ma soutenance et quand je parlais de mon sujet avant la soutenance, les gens me posaient la question, mais le féminisme islamique, ça existe? Comment est-ce qu'on peut mêler féminisme à l'islam? Donc, dans la tête des gens, dans l'esprit des populations, il y a une dichotomie qui se crée entre l'islam et le féminisme, ce qui n'est pas du tout le cas et loin de l'être. Et justement, c'est ce que j'essaie de montrer à travers mes recherches.
Avant tout, je voudrais juste qu'on se situe un petit peu dans le cadre historique, je dirais même mondial. Ce qui s'est passé, c'est que les révolutions républicaines, démocratiques, qui ont été vues donc en Europe, elles se sont fondées sur une séparation, donc comme on le sait, de la religion et de l'État, donc de l'Église et de l'État. Donc la femme, dans ce cadre-là, est restée soumise, donc oppressée, avec justement toute cette orientée vers la religion, et l'État lui donnerait des droits et contraire à ce que la religion proposerait. Donc on est resté dans cet état d'esprit, et justement, donc l'Orient. Il y a le groupe qu'on appelle l'Orient, le groupe qu'on appelle l'Occident. Donc l'Orient dans lequel nous on se situe, qui d'ailleurs n'est pas à juste titre, on ne peut pas appeler l'Orient, c'est un ensemble qui n'est pas du tout homogène, les réalités sont différentes en fonction des régions, mais l'Occident a tendance à voir justement ce bloc à part entière comme étant encore archaïque et comme un bloc uni, et dans lequel justement les femmes seraient encore oppressées à cause de la religion, etc. Alors que l'islam a donné énormément de droits, et ça c'est valable jusqu'à aujourd'hui. Les féministes musulmanes, notamment le mouvement du féminisme islamique a commencé dès le début des années 90, avec notamment une grande militante iranienne, Shahla Serkat, qui elle a fondé donc la revue Zanan, etc. Ces femmes-là, elles ont fondé un mouvement qui était fondé sur ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire une lecture éclairée et objective du Coran qui serait dénuée de tout patriarcat ou de tout machisme. Et ces lectures-là du Coran qu'elles ont proposées, c'est des femmes érudites qui savaient de quoi elles parlaient, elles ont montré à juste titre et de façon objective et scientifique, en lisant justement les écrits religieux et les hadiths, que les femmes ont énormément de droits que même les grands principes républicains ne leur octroyaient pas. Donc je pense qu'il faut toujours faire attention, avoir l'esprit critique par rapport à ce qu'on dit. C'est-à-dire que la révolution, je veux dire en France ou dans les autres pays, qui était fondée sur une séparation stricte de l'État et de la religion, on ne peut pas l'appliquer à l'islam parce que l'islam en soi, il contient notre comportement politique, notre comportement social, dans lequel est intégré justement tous les droits de la femme qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres religions. Je ne veux pas dire que les autres religions oppriment la femme, parce qu'il y a également des féministes orthodoxes, protestantes, catholiques, qui elles aussi revendiquent leurs droits dans un contexte religieux particulier. Mais juste pour revenir sur ce que vous disiez, voilà justement donc ce bloc qu'on appellerait l'Orient, dans lequel il y a ces femmes qui subiraient justement le joug de l'islam, un islam qui serait oppresseur. Justement ces femmes-là, quand on leur donne le pouvoir, de pouvoir interpréter les textes à la lumière, bien sûr, d'une connaissance qui serait valable, qui serait crédible, qu'on leur donne le moyen justement de s'instruire religieusement. C'est le cas d'un certain nombre de da'iyat qui ont commencé dans fin des années 80, début des années 90 en Égypte, qui ont constitué une large partie de la classe moyenne égyptienne, qui ont revendiqué leurs droits, qui ont justement ça leur a permis de se situer sur un discours qu'on ne pourrait jamais remettre en cause. Quand on se situe sur un discours religieux, dans un contexte où la religion est la religion d'État, où l'islam est la religion d'État, on ne pourra pas les remettre en cause. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tendance à vouloir éloigner les femmes un petit peu de l'éducation religieuse, on a tendance à les vouloir de l'éloigner de tout ce qui toucherait à l'érudisme. Et justement, le problème il est là, c'est qu'on lit à leur place leurs droits, donc on les interprète de façon archaïque, de façon patriarcale, etc. Dites-nous, Nejwa, pensez-vous qu'en Mauritanie, revenons en Mauritanie, que la femme a pu acquérir au fil du temps, ne serait-ce qu'un soupçon de reconnaissance? Bien sûr. Parce que déjà, il faut savoir que notre société a déjà un long passé qui est assez glorieux par rapport à l'image de la femme, dans le sens où la femme mauritanienne jouit d'un certain pouvoir au sein de l'espace privé, et à une certaine époque, quand on était encore donc une société traditionnelle, les femmes allaient à la guerre, les femmes arrivaient donc défendaient leur territoire dans un contexte où le nomadisme était encore d'ordre, c'est-à-dire qu'il fallait s'adapter au terrain, il fallait justement être toujours sur le qui-vive pour faire attention à ce qu'on appelle qui était à l'époque donc les gens les pilleurs, etc. Donc les femmes étaient chargées les armes, elles étaient vraiment au front. Donc de façon militaire même, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas moins marqué, et de façon sociale et de façon politique, les femmes, je veux dire, elles faisaient partie de ce qu'on appelle à l'époque donc le Jama'a, c'est-à-dire le pouvoir politique était organisé en fonction de certains regroupements d'hommes dans lesquels les femmes avaient droit à la parole, elles avaient leur mot à dire. Et donc on a heureusement hérité de cette place de la femme dans la société mauritanienne, et grâce à ça, on a pu petit à petit
quand on a changé justement de structure politique du pouvoir, garder ce soupçon-là. Mais le problème, c'est que il y a une déstructuration du pouvoir. Le pouvoir mauritanien était un pouvoir décentralisé, c'est-à-dire qu'il était organisé en royauté. À la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, il y avait, les Émirats se sont mis en place, au Trarza, Al-Hawd, etc. Donc ces wilayas-là, il y avait donc des Émirats et les femmes étaient actives dans ça. Mais avec la colonisation, il y a eu une déstructuration du pouvoir politique. Et donc c'était plus un État centralisé où ces femmes ne retrouvaient plus leur repère du pouvoir et ne se retrouvaient plus par rapport à l'échiquier justement politique, entre guillemets. Et le problème, justement, il se pose ici. C'est que maintenant, c'est un autre combat d'un autre type auquel on doit se livrer, comme ce qui s'est passé d'ailleurs dans les autres pays européens. La femme doit retrouver sa place dans un échiquier qui serait moderne, qui serait démocratique et républicain. Donc, essayer justement le passage de la société traditionnelle avec un pouvoir décentralisé à une société moderne, avec un pouvoir centralisé, c'est un autre combat. Mais heureusement, les lois qui se sont mises en place grâce au militantisme féminin, le fameux quota justement des 20%, l'ascension au pouvoir de certaines femmes dans certains domaines, mais il faut quand même rester vigilant. Malheureusement, il y a encore des sphères dans le pouvoir public qui sont exposées donc à l'espace public forcément, à l'espace médiatique, où la femme n'est pas encore acceptée, parce qu'on revient encore justement à ce nouvel espace qu'on a du mal à gérer, où les femmes, parce que quand on était dans une société traditionnelle, l'espace privé et public était un petit peu flou, la frontière entre les deux était floue, donc la femme arrivait forcément à s'y exprimer librement et ouvertement. Aujourd'hui, quand il y a eu cette dichotomie entre les deux, cette séparation entre les deux, la femme a du mal justement à se retrouver d'un espace à un autre. On la confine dans l'espace privé, et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, mais la femme, c'est elle qui dirige tout en Mauritanie aujourd'hui. Oui, certes, mais en majorité, elle le dirige derrière, je dirais, entre guillemets, le rideau de la maison. C'est quand même, juste une question avant la militante de l'UPR, Matimit Hamadi, a accédé au poste de président de la communauté urbaine. C'est comme une première en Mauritanie. Comment voyez-vous tout ça? Absolument, on sent vraiment une évolution petit à petit. On sent, et d'ailleurs, moi je pense que quel que soit le pays dans lequel on se trouve, à l'état d'avancement dans lequel on est aujourd'hui, quand une femme accède à une certaine responsabilité, ça se sent, on en parle et on sent qu'il y a une évolution. Mais le tout n'est pas de se dire que le tout est fait et qu'on peut se reposer sur ses lauriers, contraire, alors que pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut regarder les zones qui ont vraiment besoin d'une implication des femmes. Il ne suffit pas seulement d'accéder au pouvoir pour certaines femmes, mais il y a encore une déscolarisation des filles, un analphabétisme qui touche encore plus la tranche féminine en Mauritanie, dans les zones rurales, plein de pratiques, je pense qu'on y reviendrait, comme les mutilations génitales, donc l'excision, comme les violences faites aux femmes, comme les mariages précoces, les mariages forcés et les divorces. On verra après que c'est une violence en soi qui est faite aux femmes, qui donc elles restent livrées à elles-mêmes. Et tout ça doit justement accompagner cette volonté de l'État, qui est d'ailleurs à juste titre bien choisi, de mettre les femmes sur l'échiquier politique, mais il faut qu'elles soient accompagnées d'une vraie sensibilisation derrière pour qu'il y ait un réel changement sur le terrain. Il ne suffit pas seulement d'accéder au poste, il faut savoir gérer et assumer le poste qu'on... Voilà, essayer, je demande même d'ailleurs à ces femmes-là qui ont accédé à un certain pouvoir, d'essayer de focaliser surtout parce que personne ne le fera entre autres à leur place, de faire attention justement à mettre la problématique de la femme et l'émancipation de la femme, au-delà de pouvoir justement acquérir un certain développement des femmes, une émancipation des femmes, mais aussi un développement du pays. Parce que c'est une grande partie de la population qui est pratiquement, malheureusement, délaissée encore. Et Artoa, en tant qu'artiste, vous êtes dans un milieu d'hommes, la peinture. Donc, avez-vous des problèmes? Écoutez, et pourtant, si il y a des femmes qui pratiquent quand même de la peinture. Pas beaucoup. Hein. Il y a plus d'hommes, à mon avis. On met beaucoup plutôt les hommes en avant. En avant, ouais. Tandis que les femmes, pas beaucoup, parce qu'on a tendance à croire, on a tendance à croire que c'est un métier d'homme. Mais moi, de ma position, quand j'essaye de voir, il en existe énormément. Vous voyez, peut-être c'est aussi cette question où il a précisé que la femme, on a tendance à parler à sa place en Exactement. public et à la minimiser en quelque sorte. Voilà, en la conservant du dehors, en ne la donnant pas la parole. Donc, quand vous voyez énormément c'est-à-dire des grandes réussites sont accordées plutôt aux hommes.
peut-être c'est avec le temps ça a commencé à évoluer. Donc à mon avis, dans le domaine de la peinture, c'est la même chose en quelque sorte. Mais sinon, ça existe. Et moi, je n'ai aucun problème avec mes condisciples masculins en peinture. Ma place est reconnue. Quand je débarque et on reconnaît ma place. Il faut se battre comme elle a précisé. Arto est quand même artiste, presque une artiste complète. Je dirais peintre, styliste, et même vous faites même très bien la cuisine apparemment. Alors comment vous voyez, genre, est-ce que la femme doit se limiter seulement à cette place, la place enfin, est-ce que votre peinture, elle revêt genre la forme de la femme dans son émancipation, ou seulement vous peignez pour peindre? Alors, je peins sur un sujet bien déterminé, à savoir la paix en Afrique et l'unité africaine, n'est-ce pas? Donc, en général, quand je réalise mes tableaux, j'ai tendance à parler de ce sujet, de tout ce qui peut ramener à la paix ou bien à l'unité africaine. Vous me suivez? Oui, donc, tout à fait. Il m'arrive, oui, de parler de la femme en tant que noyau de la famille, celle qui éduque le mieux, celle qui peut calmer, voyez. Donc, en général, c'est ça. Et je dis porteuse de vie, porteuse de paix. N'est-ce pas? D'accord, votre peinture, votre art revêt vraiment votre personnalité. Vous voulez la paix en Afrique, vous militez pour les femmes. Donc, en quelque sorte, c'est ça que revêt le fait d'être artiste. En chemin, oui, je milite pour la femme, comme par exemple pendant la fête internationale de la femme, je m'exprime dessus à travers mes arts. Toutefois, la femme en tant que telle n'est pas moi en tant qu'artiste n'est pas le centre de mon engagement. Voyez, oui, je milite pour la paix, pour être plus précise, pour la paix et l'unité en Afrique. Ça, on peut le dire. D'accord, c'est votre manière de vous battre. Najwa, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes n'est-elle pas un autre combat mené au nom de la parité? Absolument, parce que comme on sait que la parité entre les hommes et les femmes dans le milieu du travail est loin d'être acquise aujourd'hui, je pense que pour se situer un petit peu dans le monde actif, de façon générale, c'est vrai qu'il y a certains constats qu'il faudrait faire. Plus on monte dans la hiérarchie administrative ou dans la hiérarchie dans le travail, moins il y a de femmes. Et plus on descend, plus il y a de femmes. Et pour l'anecdote, il y a certains métiers qui sont féminisés encore, d'autres qui sont encore masculinisés. Je parlais, je ne sais pas, avec un des collègues, et par exemple, il y a ce qu'on appelle trieuse, hein, donc, ou trieur pour hommes. Et donc je parlais, je disais, donc le trieur viendra. Mais comment ça? Ils m'ont dit, mais le trieur, c'est que des femmes qui doivent trier, c'est pas les hommes. Parce que bon, Donc voilà, donc il y a une féminisation du travail et une façon justement de déléguer certaines tâches qui seraient, pas d'ailleurs, ce qui n'est pas justifié d'ailleurs, certaines tâches qui seraient moins importantes, qui ont moins de poids, professionnellement parlant, qu'on associe directement aux femmes. Je dis oui, ça existe des trieurs, des caissiers, etc. Comme bien sûr d'autres métiers, infirmières, infirmiers, secrétaires, etc. Donc certaines féminisations de certains travaux reflètent bien une réalité, c'est-à-dire qu'on a tendance justement à reléguer toujours un rôle un petit peu secondaire et aussi un rôle social et maternel, c'est-à-dire même le secrétariat par exemple, seconder l'homme, toujours l'aider, être aux petits soins entre guillemets, ce serait justement relié à la femme. Et pour revenir donc à votre question, quand on est dans cet état d'esprit-là, on voit bien que la parité pour l'accès au travail de façon égalitaire avec les hommes est fondamentalement inscrit dans la vision sociale qu'ont les gens, des femmes et des hommes dans le cadre du travail. Et c'est pour ça que c'est un travail sur lequel il faut revenir socialement, essayer justement de mettre en place un apprentissage quel qu'il soit à partir de la socialisation primaire par exemple, leur montrer que justement il n'y a pas des tâches qui seront exclusivement masculines et exclusivement féminines.
que ce soit pour... et quand je reviens sur le sujet de tout à l'heure, il y avait des femmes dans l'ère islamique, dans les prémices de l'ère islamique, qui étaient des femmes militaires, dirigeantes, qui ont mené des batailles et qui... Je pense qu'à cette époque-là, ça ne posait pas vraiment problème. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance justement à leur dire mais ce n'est pas une affaire de femmes. Et donc carrément, parfois même, ils trouvent que c'est incompatible avec les préceptes religieux qu'une femme dirige. Alors que l'islam est loin de cette idée-là. Et donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle, ce que j'appellerais moi les partenaires d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a beau prendre un enfant quel qu'il soit et essayer de lui inculquer les bonnes valeurs sur l'égalité, etc. Mais il y a quelque chose qui a encore plus de poids que l'éducation parentale, l'éducation de l'école, c'est ce qu'on appelle les partenaires d'apprentissage, c'est-à-dire les médias, le milieu social dans lequel on se trouve, l'ambiance sociale dans laquelle on vit, et qui justement modélise l'esprit des gens, surtout dans la socialisation secondaire, et qui leur permet justement de prendre certaines qualités qui seraient purement féminines et certaines qualités qui seraient purement masculines. Et ça, c'est fondé sur un arbitraire infini. Je veux dire, on ne peut pas... en fonction de la région dans laquelle on se situe, je peux vous dire que les métiers peuvent varier et la parité est vue d'une façon différente en fonction d'une région et d'une autre. Donc, il faut faire un travail social avant tout pour justement permettre aux gens de comprendre. Par exemple, l'anecdote que je vous ai donnée, par exemple, par rapport au trieur, qu'il comprenne lui-même, pour lui, ça lui semble logique qu'un trieur, ça peut être une fille ou un garçon. Je prends cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres pour vous dire que justement, il ne faut pas qu'il y ait une professionnalisation, une féminisation du travail ou une masculinisation du travail. Ça, c'est une des sources justement du manque de parité dans le cadre du travail. Alors, selon vous, en tant que sociologue, est-ce que cette vision, ce concept, c'est du machisme, du pur machisme, ou c'est parce qu'on a peur de déléguer la femme, on a peur de lui donner un certain poste, un certain pouvoir? Oui, il y a les deux à la fois. Vous savez, le fait de ne pas vouloir déléguer à la femme un certain pouvoir, c'est un machisme en soi. Mais c'est vrai que justement, on a longtemps essayé de mettre... Vous savez que au XVIIe et XVIe siècle, en Occident, en Europe, on considérait la civilisation musulmane comme étant très ouverte, libertine, etc. Alors c'est parce qu'on avait un temps d'avance sur ces gens-là, c'est-à-dire qu'il y avait en pratique ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire une lecture éclairée des écrits religieux. Il y avait un échange entre les érudits hommes et femmes. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les graines du savoir et qu'ont semé justement les grandes civilisations arabes dans certaines régions de l'Europe et en particulier en Espagne. Et ça a été le fruit justement d'une implication féminine dans les écrits intellectuels, etc. Donc il y avait cet échange-là, cette effervescence, mais qui a malheureusement disparu. Et il y a eu une transformation, en fait, une transposition de l'image qu'on a justement du monde musulman dans lequel il y avait une effervescence intellectuelle qui concernait autant les hommes que les femmes. Cette effervescence-là, on a l'impression qu'on la retrouve uniquement en Occident et pas dans le monde arabo-musulman ou pas dans le monde musulman tout court. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'il y a eu un moment, c'est plus au début du XXe siècle, les femmes, on a petit à petit retiré à cause des forces rétrogrades qui se sont mises en place, à travers les différents régimes autoritaires qui se sont mis en place, les vagues extrémistes qui se sont mis en place. On a extrait les femmes petit à petit du pouvoir, de la scolarisation. On les a remis à un niveau assez primaire malheureusement et on les a sortis un petit peu des sphères justement de réflexion. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que l'image que véhicule aujourd'hui la femme dans le monde africain, dans le monde arabe, n'est que le résultat justement de politiques qui ont été mises en place par des forces qui nous ont précédés, mais qui malheureusement ont laissé des traces qui continuent à se perpétrer aujourd'hui dans l'esprit des gens. Et c'est pour ça que malheureusement j'invite nos concitoyens à réfléchir un petit peu sur l'histoire du monde arabe, sur l'histoire du monde africain. L'histoire du monde arabe, elle est vraiment fondée sur une égalité parfaite, ce que les Occidentaux appelaient le libertinage, et qui eux aujourd'hui donc nous donnent des leçons de morale parce que on n'est plus du tout sur le même échiquier, on est très loin de ça, alors que c'était vraiment une identité du monde musulman qui constitue un grand avancement et que malheureusement on a perdu à cause entre autres justement de l'extraction des femmes du pouvoir, de l'extraction des femmes de leur rôle intellectuel, et c'est ça qui nous a amené aujourd'hui à
à rester sous-développées, à avoir du mal justement à avancer, parce que comme je vous l'ai dit, l'instruction des femmes est une des clés du développement durable, parce qu'elles vont avoir une lecture de leurs propres droits, elles pourront elles-mêmes les acquérir avec objectivité et fondée sur leurs droits, qu'ils soient législatifs ou qu'ils soient religieux ou qu'ils soient sociaux. Donc, oui, en fait, j'ai une question. Quand vous exprimez, vous avez tendance à parler de libertinage en donnant l'exemple au monde occidental et aussi à la civilisation arabe du passé par rapport à la religion, que dans le temps c'était beaucoup plus de libertinage, n'est-ce pas? Qu'attendez-vous par libertinage? Est-ce que dans son concept, c'est quelque chose, vous croyez-vous, de très bien à embrasser dans son ensemble, chez nous en Afrique, notamment dans un pays tel que la Mauritanie? En effet, c'est une question qui est pertinente parce qu'il faut faire attention au sens que prend libertinage. Le sens ici qu'il prend, c'est-à-dire, il ne faut pas seulement le prendre au sens purement, je dirais, qui serait en dehors donc, de la norme, en dehors de la morale, qui serait immoral. Libertinage au sens que j'ai utilisé parce que ce terme-là était le terme le plus utilisé au Moyen-Âge et à la Renaissance, donc à partir du 15, 16, 17e, 18e siècle, c'est pour montrer que justement il y a une sorte de liberté qui se met en place, une liberté de pensée, une liberté de mouvement, une certaine liberté sur l'échiquier politique qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Donc d'où le sens pour moi ici de libertinage, il vient de là. Et on peut très bien, vous savez, je pense que au-delà donc de l'aspect néfaste de la colonisation en Afrique et au-delà justement des vagues extrémistes qui se sont mises en place petit à petit, que ce soit dans les pays arabes ou dans certaines zones en Asie, au-delà de ça, je pense que en prenant justement ces séquelles-là, les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui on n'a plus cette même définition justement du libertinage, qu'il est resté quelque chose d'immoral. Le problème, il vient de là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir uniquement sous un sens immoral, mais quand je parle de libertinage, je parle de libertinage intellectuel. Et c'est malheureusement ça qui n'existe plus ici. Une femme aujourd'hui qui serait dans un groupement d'hommes politiques et qui aura une certaine prestance, un certain charisme et qui oserait des choses que les autres femmes n'oseraient pas, mais je parle très bien d'un point de vue politique et purement social, avec un certain engagement, certaines revendications, serait mal vue, serait mise à l'écart. Et ça, c'est uniquement dans l'espace du tiers-monde, dans l'espace des pays en voie de développement. Je par là justement de politique. Si la parité désigne une égalité générale entre les hommes et la femme, ne prend-elle pas souvent un sens plus restreint en s'appliquant parfois à la seule vie politique? Absolument, parce que vous savez, je pense que la vie politique, elle est à l'image de la vie sociale en quelque sorte. C'est-à-dire que on sait que dans nos sociétés ici, on a beau dire que les femmes, elles ont un rôle que ailleurs, je parle de la Mauritanie, qu'on ne retrouve pas ailleurs, qu'elles ont assez de pouvoir, etc. Mais même dans le cadre de la vie privée, dans le cadre des foyers, dans le cadre de la sphère domestique, de la sphère privée, les femmes, malgré leur pouvoir, elles restent toujours secondaires. Elles restent toujours une épouse, elles restent toujours une mère. Il y a toujours un patriarche, donc la figure du pater, qui dirige, elle, justement, le foyer. Et ça revient exactement au même sur l'échiquier politique. C'est-à-dire que la femme, on a beau lui donner des postes, et ce qui est bien, je ne suis pas en train de dire que, parce qu'on ne va pas reculer au jour où on en est, mais elle reste toujours justement un petit peu secondaire. Elle seconde justement, vous savez, pour les campagnes électorales, elles ont un rôle qui est incroyable à mon sens. C'est-à-dire qu'elles ont un rôle carrément décisif dans l'élection tel ou tel candidat, que ce soit au présidentiel, que ce soit au municipal, parce qu'elles font le rôle de la campagne. Elles constituent en elles-mêmes un leader d'opinion assez puissant parce qu'elles sont crédibles aux yeux des autres. Ce qu'elles disent est important. Leur capital relationnel est très vaste, donc elles jouent un rôle dans les campagnes électorales très très important. Mais tout ça pourquoi au fond? Pour déléguer justement le pouvoir pour qu'il soit élu un homme et non pas elle. Donc socialement ou politiquement, on a toujours cette image-là. Cette image de la femme qui, certes est présente, essaye de se montrer,
comment dire, d'exercer une activité quelconque, mais toujours à travers un Plutôt homme. un support. Et de Dit-on, derrière un informelle. grand homme se trouve toujours une grande dame. Peut-être ça. Oui, et répond à ce sujet. derrière chaque grande dame, il n'y a pas d'homme. Parce qu'elles sont suffisamment fortes, peut-être. Oui, mais elles devraient être encore plus pour le pousser et passer justement. Mais on a l'impression plutôt que des fois les femmes sont satisfaites de cette situation. Elles sont des fois, on donne deux postes dans le gouvernement et voilà, on dit que maintenant les femmes sont bien représentées. Est-ce que vraiment c'est pas un petit peu, je dirais, la faute, notre faute? Oui, voilà. En fait, je vais vous expliquer. Votre question est très pertinente parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression qu'elles sont je veux dire, quand on a l'impression que c'est un avancement, on ne peut pas aller plus loin et que les femmes sont satisfaites de leur propre sort. Mais il faut savoir qu'il y a un phénomène qu'on appelle l'intériorisation sociale. On éduque les femmes depuis leur plus jeune âge d'être toujours chercher la protection. On leur inculque qu'elles sont faibles et qu'elles ont toujours besoin d'être protégées. Juste pour vous donner une anecdote, Pierre Bourdieu a fait une étude. En fait, il a fait une enquête auprès de plusieurs femmes, une centaine de femmes, et au-delà de ça, donc il y avait des statistiques qui le prouvaient. Quand on a posé la question aux femmes, une question très basique, mais ça dit beaucoup. Vous préférez un homme qui serait plus grand ou plus petit que vous de taille? Et plus de 98%, ce qui n'est pas un chiffre anodin, 98% des femmes préféraient un homme plus grand. Donc ça, c'est pour vous dire qu'elles ont elles-mêmes intériorisé le fait de vouloir être toujours un petit peu en retrait par rapport à l'homme, ou en tout cas protégée par cette figure-là masculine. Et là, pour revenir donc à ce que vous disiez, il faut justement rééduquer la population féminine à ne pas toujours se situer dans ce qu'on appellerait une seconde identité sociale, qui ne pourrait pas être d'elle-même vouloir justement son propre dessein. Et pour revenir justement donc à cette question que Bourdieu avait fait quand il avait écrit donc son ouvrage « La domination masculine », il a montré que la domination, et d'ailleurs je voudrais rappeler à juste titre que l'étude de Bourdieu, qui a fait énormément un tapage auprès des féministes qui ont accusé Pierre Bourdieu de montrer que les femmes se complaisaient dans leur situation, alors que pas du tout. Ce qu'il essayait de montrer justement, c'est que la socialisation des femmes, la socialisation primaire et secondaire, poussait les femmes à accepter ces situations-là. Donc il y a un travail d'éducation derrière qu'on ne voit pas. Donc ça commence dès le bas âge. Voilà, de bas âge. Et si vous prenez une femme et que vous la sortez de tout présupposé, de tout a priori social, et vous l'éduquez, croyez-moi, dans un endroit complètement neutre et objectif, elle n'aura pas du tout la même perception du pouvoir, de la relation homme-femme et justement de la relation de genre. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ça, c'est purement social. Et les femmes sont peut-être aujourd'hui, elles sentent que c'est suffisant l'effort qui a été fait, mais c'est malgré elles en quelque sorte. C'est inconscient de quelque façon. Ne vois bien que proportionnellement plus nombreuses que les hommes, nous les femmes, on demeure moins présentes dans les postes de responsabilité les plus cotés, comme vient de le dire Ndeye. On subit davantage le chômage, l'écart des salaires moyens. Donc comment procéder à une mise à niveau sur ce plan-là? Mais écoutez, moi, ce qui est bien, entre guillemets, dans les pays en voie de développement, c'est qu'on peut prendre l'exemple sur les pays qui ont réussi à ce niveau-là. Bien sûr, il faut avant tout, et je le dis et je le redirai, l'éducation des filles. C'est-à-dire, pas seulement l'éducation à l'école, mais l'éducation à la maison, lui inculquer quelques principes. Justement, la priorité sociale serait justement une réussite professionnelle, académique, scolaire, et non pas une réussite purement sociale. Quand on commencera justement à mettre en place cet état d'esprit-là dans les pays en voie de développement ou dans les pays où les femmes restent encore marginalisées, les choses changeront parce qu'elles changeront d'elles-mêmes. On ne peut pas demander à quelqu'un d'améliorer sa situation quand on ne lui en donne pas les moyens. Donc je pense que la réponse est assez claire pour ça. Et comment rechercher en fait le juste en instaurant l'injuste, c'est-à-dire qu'on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le bien fondé d'un modèle égalisateur qui nierait les différences, je dirais naturelles, entre les hommes et les femmes. Oui, bien sûr, vous savez, moi comme je le dis souvent, il faut savoir qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes qu'on ne peut pas renier, une différence naturelle, plus ou moins sociale. Mais ça n'empêche pas justement que les femmes peuvent revendiquer certains droits. Donc,
je ne sais pas, quand vous prenez des gens issus de 2 milieux culturels différents, ils sont différents, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'auront pas les mêmes droits face à la justice, par exemple, ou face au droit. Donc, c'est pour ça qu'il faut, donc pour revenir à ce que vous disiez, il faut considérer les hommes et les femmes comme étant certes différents, mais ne pas prendre leur identité sociale. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, d'un point de vue religieux, un certain nombre de féministes musulmanes ont relevé un point qui est à mon sens très important et qui rejoint parfaitement votre remarque. On a tendance malheureusement, dans la façon dont les extrémistes, en tout cas les gens assez rétrogrades, donc la manière dont ils lisent la religion, on a tendance à confiner la femme, même dans sa relation individuelle au divin, on a tendance à mettre des barrières sociales. C'est-à-dire que pour mesurer la piété d'une femme, on a tendance à lui rappeler son rôle social. Pour accéder au paradis, on lui dit « tu dois être une bonne mère, une bonne épouse, etc. » Donc elle n'a pas l'opportunité d'avoir une relation individuelle à Dieu. Et ce qui normalement devrait se faire. Et ce qui est, à mon sens, je veux dire, le bon sens l'admet, que pour la piété ne peut se mesurer que la piété individuelle de quelqu'un vis-à-vis de Dieu. C'est vrai que l'islam, bien sûr, et à juste titre, donne des recommandations de vie de tous les jours dont on a besoin pour une stabilité sociale, pour gérer les relations humaines. Mais quand on focalise, par exemple, l'identité de la femme sociale et la superposer sur son identité religieuse, c'est qu'il y a un problème. C'est que justement, il faut savoir qu'il y a des priorités et c'est exactement la même chose quand il s'agit du point de vue politique. C'est-à-dire qu'on donne des priorités à la femme, c'est-à-dire certains, par exemple, ministères qui seraient de la condition féminine, de la famille, etc., ou bien certains postes dans le point de vue sur le marché du travail qui seraient purement féminins, dans lesquels elle peut réussir. Mais pourquoi justement ne pas ouvrir cette barrière-là et considérer la femme avant tout comme un citoyen, comme un individu au sens donc politique et professionnel du terme, et au sens religieux comme une religieuse, comme justement une personne comme les autres face justement aux lois divines. Donc c'est ce que j'essaie de... Artawa ? Oui, Fatima Toussaoudi. Moi, à ajouter par rapport à la parité ? Écoutez, il me semble qu'il y a encore beaucoup à faire en Mauritanie, parce que moi je viens d'un autre monde. Dans mon pays, on n'a pas... nous ne sommes plus au même niveau. Parce que, par exemple, nous, on a comme présidente de la République une femme. Donc, ce n'est pas du tout... Les femmes se battent bien. Et donc, ce sont C'est où, en fait ? Centrafrique. Centrafrique, oui. Ce sont aux femmes de se battre et pouvoir s'imposer comme il le faut. Qu'est-ce que je voudrais dire? Elle disait, la Mauritanie, en Mauritanie en général, ce sont les femmes qui dirigent. Mais derrière, je crois que le pas n'est plus très loin. Il suffit d'une petite stratégie pour y arriver, parce que effectivement, dans mon pays également, ce sont les dames qui dirigent, que ce soit derrière, mais au moment où il faut se mettre en avant, parce qu'on en a marre des hommes qui ne prennent pas des décisions bonnes, soft, comme il le faut, elles se sont lancées. Il faut se lancer. Vous voyez, donc nous, moi personnellement, vous m'excusez, j'ai déjà dépassé une question de parité. Et aussi, quand on parle de parité, c'est bel et bien beau de parler de parité, parce que ce n'est pas une question d'autant d'hommes, d'autant de femmes, mais de la compétence. Oui, il faut être compétent et s'y lancer. Ne rien lâcher aux femmes et aussi ne rien leur interdire. Est-ce que les femmes se donnent les moyens vraiment de se mettre en avant et de prouver au monde qu'elles peuvent facilement accéder au pouvoir? Parce que c'est vrai qu'en Centrafrique, c'est une femme qui dirige. Et aussi au Sénégal, au mairie de Libreville, on a des femmes, Marrakech, maintenant ici à Nouakchott et tout. Mais est-ce que vraiment les femmes, les autres, celles qui sont derrière, est-ce qu'elles sont prêtes vraiment à se battre et à montrer au monde qu'elles sont capables de gérer
c'est plus la peine que les médias nous disent oui, il y a ce poste-là, c'est une femme qui a accédé à ce poste-là. Donc ce n'est plus genre c'est bizarre qu'il y ait une femme à ce poste-là. C'est un petit peu ça qui me dérange en fait. Des fois, s'il y a une femme qui accède à un certain poste, tout le monde dit qu'il y a cette femme qui accède à ce poste. Ça prouve bien que ça reste une exception. Donc voilà, ça fait jusqu'à présent c'est quand même un petit peu dur. Femme pilote, femme médecin. Bah oui, toujours les gens. C'est pas encore légitime. La légitimité de la femme dans certains postes n'est pas encore pleinement conçue de façon. C'est pour ça, les médias, vous savez, reflètent beaucoup l'état d'esprit social dans lequel on se situe, parce qu'à travers les médias, on peut voir comment est-ce qu'on perçoit la femme. Aujourd'hui, quand une femme est pilote, dans les pays en tout cas en voie de développement où la femme est encore un petit peu marginalisée, on le voit, on le dit, alors que dans les autres pays, ça n'a plus de sens de le préciser. Najwa a une dernière question, puisque l'émission tire à sa fin. La lutte pour la parité apparaît comme une question propre aux pays développés, alors que dans de nombreux États, la femme n'a même pas encore acquis un minimum de droits civils. Donc la dimension internationale du combat ne mérite-t-elle pas plus d'attention aujourd'hui? Absolument, elle mérite absolument plus d'attention, et je pense que les gens commencent petit à petit, à juste titre, de prendre en considération la problématique de l'insertion de la femme dans les sphères du pouvoir, parce qu'ils ont compris enfin qu'elle fait partie intégrante de l'humanité, j'ai envie de dire, mais aussi des gens qui sont compétents, qui seraient capables justement d'apporter quelque chose dans leur domaine. Et vous savez, pour finir un petit peu, je pense que la meilleure chose qu'on pourrait dire, c'est qu'on a longtemps laissé le monde aux hommes, le pouvoir aux hommes, et il serait temps un petit peu de le laisser aux femmes. Parce que quand on voit le monde dans quel état il est aujourd'hui, je pense qu'il serait temps un petit peu de le pousser vers une main, si d'après eux la main des femmes serait plus légère et féminine et donc plus douce, on pourrait peut-être se trouver dans un monde meilleur. Mais bon, ça c'est une vision un petit peu utopique et un petit peu caricaturée. N'est-ce pas un rêve? mais de façon plus sérieuse, c'est vrai qu'il y a un ensemble d'institutions et de lois qui se mettent en place à l'échelle nationale et aussi à l'échelle internationale qui met en avant l'importance de mettre en place des institutions qui prendront la femme à juste titre comme dirigeant du pouvoir ou qui pourraient être intégrées pleinement dans la sphère politique, mais je répète encore, ça va passer avant tout par un travail social avant d'arriver au travail à la sphère politique. Najwa, si je ne me trompe, tu m'arrêtes si je me trompe, Fatimetou. En 2013, le thème du 8 mars, c'était non à la violence faite aux femmes. Et cette année, c'est vrai qu'on est encore au début et tout, mais est-ce que vous remarquez une nette amélioration de cette violence justement faite aux femmes? Malheureusement, même à l'échelle planétaire, que ce soit en Mauritanie ou au contraire, la femme a tendance à avoir encore plus, être plus victime donc des violences. Un nombre important est recensé, 100 millions de femmes, de bébés, donc fœtus, sont tués chaque année. Donc dès la naissance, on sent bien qu'elles ne sont pas vraiment la bienvenue. Il y a donc 1333 cas de violence, de viol ici en Mauritanie, plus de 4792, mais ça c'est les personnes qui ont été recensées, de cas aussi de violence conjugale. Et donc un certain nombre de chiffres qui nous montrent que la violence continue à s'accroître. Mais bon, ici c'est parce qu'en Mauritanie on est dans un contexte un peu particulier, l'urbanisation se met en place, on a tendance maintenant, on a du mal à contrôler les populations, avec l'augmentation également de la population, certaines zones ne sont pas protégées, il n'y a pas une institution, une autorité publique, etc. Donc au-delà de ça, je pense que c'est vrai que les violences faites aux femmes, et c'est pour ça qu'il faut surtout profiter de ces dates qu'on a bien la gentillesse et la bonté d'âme de nous octroyer une fois par an, pour rappeler justement que la violence faite aux femmes, elle reste encore un sujet d'actualité. Et je voudrais juste en profiter pour rappeler qu'actuellement en Syrie, il y a des atrocités que je ne peux même pas vous décrire qui sont faites aux femmes dans des conditions indescriptibles, des femmes qui seront ou sont en ce moment en train d'être érigées au nom de martyrs dans des endroits, dans des conditions lamentables et qui sont passées sous silence malheureusement. Et je pense que pour les crimes de guerre qui ont été donc reconnus que récemment, donc, en ce qui concerne les femmes, la violence faite aux femmes durant les guerres, ont été reconnus que récemment. Donc c'est pour vous dire qu'il y a encore un combat à mener par rapport à la violence faite aux femmes. Et pour ce qui s'agit de la Mauritanie, c'est vrai que c'est une violence
qui est nouvelle pour nous, et c'est pour ça d'ailleurs que ce soit pour les autorités ou même pour la société elle-même, elle a du mal justement à se situer par rapport à ça, il a du mal à le comprendre. Premièrement, il faut savoir que c'est parce que, donc, comme je vous l'ai dit, la ville s'ouvre, etc. Et puis, il y a l'accroissement donc, de l'exode rural, les populations augmentent, il y a un manque de contrôle. Et je voudrais juste revenir sur un petit point. Pour ce qui s'agit de la Mauritanie, je pense que c'est vrai que ces violences physiques sont très importantes, mais il y a aussi les violences sociales. On est dans un pays où il y a le taux de divorce le plus élevé dans le monde arabe. Et ça, c'est une violence en soi parce qu'en général, les femmes qui sont issues des divorces sont laissées livrées à elles-mêmes. Elles ont à leur charge leurs enfants. Et quand on voit l'instabilité politique et leur manque justement d'insertion sur le marché du travail, elles sont les principales victimes. Et ça, c'est une violence en soi. Et ça peut bien sûr apporter, je veux dire, il peut y en découler plusieurs autres violences, des enfants qui se retrouvent à la rue, etc. Et je voudrais donner juste 3 petites raisons qui expliquent justement ce taux de divorce surélevé pour essayer d'apporter éventuellement des solutions. 3 raisons. La première, c'est que il y a ce qu'on appelle l'hypergamie féminine, c'est-à-dire que le choix du conjoint, il est lié à des stratégies donc, tribales, sociales, des stratégies matrimoniales. Donc le choix du conjoint est plutôt rationnel et donc qui répond à certains critères sociaux. Et donc, ce qui fait que ça fragilise l'union du couple. Et avec la deuxième raison, avec donc l'instabilité du marché économique, donc les gens ont tendance, donc il y a un effritement des gens, c'est-à-dire que la femme qui ne retrouve plus justement une certaine sécurité financière et une certaine dépendance vis-à-vis de l'homme, donc il y a une décision justement de ces couples-là. Et la troisième raison, c'est que pour les démarches pour accéder donc, au divorce, il n'y a pas de démarche administrative et juridique qui serait un petit peu long comme partout dans le monde et qui respecterait justement des lois. Donc le divorce est à portée de tout le monde. Il n'y a pas une démarche, une structure juridique qui pousserait les gens ou découragerait de divorcer. Si vous voyez ailleurs qu'avant les gens avant de divorcer, ils réfléchissent 2 fois. Alors qu'ici c'est un marché un peu ouvert. Donc ces 3 raisons-là, et je suis revenue sur ce point-là parce que c'est spécifique à la Mauritanie et c'est important d'y penser. Merci beaucoup Nejwa Mentel Ketab, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeur de sociologie. Oui, et merci beaucoup Artoa, vous êtes peintre, styliste et vous êtes même poète. Vous avez même votre livre déjà édité. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne privée Al Wataniya. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Le premier JT demain matin sera à midi avec Baba Karnam. Passez un excellent moment. Merci à tous et bonsoir.